et bienvenue dans cette émission de l'eau dans le gaz. De l'eau dans le gaz, c'est quoi? C'est une émission qui est proposée par Écosciences Pays de la Loire et où on va à la rencontre de chercheurs et de chercheuses de la région pour en apprendre plus sur la recherche en train de se faire. Je suis Maïda et je serai votre voix tout au long de cette émission. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Aujourd'hui, je suis avec Pierre Marty. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci. Donc, Pierre, vous êtes enseignant-chercheur à Centrale Nantes, vous êtes chef de projet du cluster Cargo, on va en parler un petit peu plus après. Et merci Pauline pour le son. Et donc, le cluster Cargo, ça rassemble des laboratoires de la région nantaise qui travaillent activement à trouver des solutions pour décarboner le transport maritime. Donc, c'est notre sujet du jour. Comprendre quels sont les enjeux de la décarbonation du transport maritime. Et la décarbonation dans ce secteur, c'est un des grands enjeux aussi de la transition écologique, puisque ça représente, si je ne dis pas de bêtises, 3% des émissions de gaz à effet de serre. Oui, c'est le chiffre que je connais, que j'ai en tête. C'est le chiffre, alors j'ai vu des 2%, des 3%, mais en tout cas, c'est à peu près ce qu'on voit. Voilà. Mais c'est aussi que 90% des marchandises passent par la voie, par le transport maritime. Et donc aujourd'hui, on va parler donc des différents enjeux environnementaux de ce secteur et quelles solutions potentiellement sont envisagées pour atteindre, alors j'ai dit neutralité carbone, mais peut-être que la neutralité carbone ne sera pas forcément un objectif facile à atteindre. On verra ça ensemble. Oui. Vous allez me dire. Je confirme d'emblée. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Est-ce que c'est possible? Ça, c'est une autre question, quoi. Déjà, je vous ai un peu présenté, mais est-ce que vous pourriez peut-être nous en dire un tout petit peu plus sur vous et puis avant qu'on... Oui, bien sûr. Je m'appelle Pierre Marty. Je suis alors le titre officiel, c'est maître de conférence. Voilà, c'est un titre un peu pompeux pour dire enseignant-chercheur. Et donc, en tant qu'enseignant-chercheur, je fais de l'enseignement et de la recherche. Ça paraît évident. Et donc, j'enseigne à Centrale Nantes, principalement la transition énergétique. Et je fais ma recherche à Centrale Nantes aussi, dans un laboratoire qui s'appelle le LEA, laboratoire d'hydrodynamique, d'énergétique et d'environnement atmosphérique. D'accord. Donc, en fait, votre spécialisation, c'est la transition écologique? Alors, moi, ma spécialité, là où j'ai fait ma thèse et sur laquelle je continue mes travaux, c'est plutôt l'efficacité énergétique des navires. D'accord, ok. Mais après, effectivement, en enseignement, souvent, on enseigne sur des choses un peu plus larges que notre spécialité pure. Sinon, il n'y aurait pas beaucoup d'enseignement dans les écoles d'ingénieurs, ça serait compliqué. Et donc là, quand vous enseignez à tout type de formation, vous essayez des formations spécifiques à Centrale Nantes, parce qu'il y a quand même pas mal de formations dans l'école. Oui, alors il y a pas mal de formations. Moi, alors ça varie au cours des années, hein, mais moi, je me concentre surtout sur les élèves de première année. Et donc à Centrale Nantes, ça correspond à un L3, première année. C'est les gens qui ont fait prépa ou quelque chose d'autre avant. Ouais, d'accord. Et donc, vous dites que vous travaillez dans le laboratoire, donc LEA, c'est ça? LHEEA. Oui, j'ai entendu parler de ce laboratoire. Vous travaillez sur plusieurs projets de recherche. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu sur quel type de projet? Alors le LEA, je ne sais pas si c'est un grand laboratoire à l'échelle française, mais bon, c'est un assez grand laboratoire et qui couvre plein de thématiques, comme son nom l'indique. Moi, je travaille dans une équipe qui s'appelle D2SE, Décarbonation et Dépollution des systèmes énergétiques, qui a un passé plus orienté vers l'automobile, mais qui est en train vraiment de changer et de se reconvertir beaucoup vers le maritime, puisque le moteur à combustion, sur l'automobile, c'est un petit peu en train de mourir un petit peu, si on peut dire. C'est peut-être un peu excessif, mais voilà. Les investissements en recherche dans le moteur à combustion automobile pour le moteur à combustion interne pour l'automobile, excusez-moi, les investissements sont assez faibles. Mais par contre, il y a pas mal d'investissements pour le moteur à combustion interne dans le maritime. On en reparlera, pourquoi c'est un peu différent du transport terrestre. Et moi, je fais alors mes projets de recherche. J'ai un projet qui s'appelle TNTM, transformation numérique du transport maritime, qui se fait avec CMA-CGM et qui est financé par la BPI, la Banque publique d'investissement. C'est un projet français sur lequel on essaye de... Alors, il y a plein de work package, comme on dit, de lots de travail,
D'accord. Donc, il y a différents partenaires qui sont responsables de différentes tâches, mais nous, voilà, le Léa, nous, on est responsable de faire des modèles, c'est de la modélisation informatique, pour modéliser le comportement du navire, sa consommation, quand il y a du vent, quand il y a des vagues, en fonction de la vitesse, ce genre de choses, pour améliorer toute la chaîne opérationnelle du navire, pour essayer de faire en sorte qu'il consomme moins sur un trajet, d'optimiser son routage, d'optimiser son chargement, de mieux suivre ses consommations. Voilà, il y a plein de sujets. Je pense que je peux peut-être m'arrêter là sur TNPM. D'accord. Sur tout type de navire ou sur des navires spécifiques? Alors là, le projet TNTM, comme c'est avec l'armateur CMA-CGM, c'est porté par CMA-CGM, c'est sur du porte-conteneur. D'accord, ok. Mais il y a beaucoup de... Donc vraiment transport de marchandises. Ah oui, transport de conteneurs. Mais donc, quand on dit transport de conteneurs, il y a pas que des marchandises, c'est vraiment juste... parce que je sais pas, en fait, je connais rien. Non, mais allez-y, finissez votre question. Non, ma question, c'est quand vous dites transport de marchandises, vous dites transport de conteneurs, donc il y a une différence? C'est quand, par exemple, il y a des vraquiers qui transportent aussi des marchandises, mais qui sont pas mises dans des conteneurs. C'est des grandes cales dans lesquelles on va pouvoir mettre du charbon, du sable, même des céréales, ce genre de choses. D'accord, ok. D'accord, ok. Très bien. Je comprends. Non, excusez-moi, c'est non, mais juste un détail. c'est vrai que, enfin voilà, j'imagine que dans ce monde-là, c'est clair, mais pour moi, ça l'était pas. N'hésitez pas. Et du coup, donc là, on parle donc de bateaux, donc de transport maritime. Donc on vient pour en venir au cluster. Donc qu'est-ce que c'est et pourquoi en fait travailler sur ce sujet-là, particulièrement sur le transport maritime? Il y a des enjeux économiques, des enjeux environnementaux, mais du coup, Alors, oui. Okay. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs questions dans ma question. Mais... je vais commencer par le cluster cargo. Alors, me demandez même plus ce que ça veut dire cargo, parce que c'est un acronyme, on l'a tellement tiré que je ne sais plus ce que ça veut dire. Mais en gros, ça veut dire cluster sur la décarbonation du transport maritime, quelque chose comme ça. Mais je ne sais plus comment on fait le cargo. Donc on dit cluster, quoi. Voilà, c'est cluster. Cluster, c'est quoi un cluster? C'est une espèce de fédération de recherche. Pour être vraiment clair, on ne fait pas de recherche en interne, Cluster Cargo. Et moi, je suis le chef d'à peu près personne. Voilà, c'est pour être vraiment clair. D'accord. Mais l'idée, c'est de regrouper, déjà d'identifier qui fait de la recherche sur ces sujets-là, sachant que ça peut être très très large. Hein. On va des sciences humaines aux sciences, alors pas fondamentales, mais des sciences des matériaux assez pointues. Et on essaie de regrouper tous ces gens-là, déjà de se rencontrer, de savoir sur quoi on travaille, de se comprendre, c'est pas toujours évident, et puis d'essayer de voir comment on peut travailler à l'avenir là-dessus, sur cette thématique qui est commune, qui serait la décarbonation du transport maritime. Pour certains, c'est assez évident, c'est-à-dire que nous, les travaux du Léa s'inscrivent assez naturellement dans la décarbonation du transport maritime, mais il y a des labos pour qui c'est un peu plus éloigné, et ça demande c'est plus une conversion thématique qu'une vraie conversion scientifique. C'est juste, avant on faisait de la pile à combustible pour le transport terrestre, et maintenant on va s'intéresser aux problématiques de la pile à combustible pour le transport maritime. D'accord. Donc ça, c'est le cluster cargo. Donc moi, je suis porteur scientifique, et il y a aussi une porteuse scientifique, une co-porteuse scientifique qui s'appelle Rodika Loisel, qui est économiste et qui est beaucoup plus spécialisée dans les marchés de l'électricité, les marchés de l'hydrogène, ce genre de choses. D'accord. Et donc, l'intérêt de vous réunir, c'est vraiment de mettre en relation ces différents projets-là et voilà, peut-être trouver de nouvelles, des points communs pour explorer de nouvelles voies. Ouais, c'est exactement ça. Ouais. Okay. Et puis éventuellement aller chercher des projets, parce que la recherche française, c'est beaucoup par financement de projet. Donc il faut aller chercher des financements et il faut, entre guillemets, chasser en meute. Donc on essaie d'avoir des copains avec qui aller trouver des projets et faire des choses intéressantes. Ok, très bien, merci. Et peut-être du coup, là on a fait une belle introduction, on peut peut-être rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Okay. J'ai parlé de neutralité carbone, mais ma question avant de parler de ça, c'est pourquoi on veut décarboner le transport maritime? Comment est-ce qu'on en est venu Enfin voilà, quels sont les enjeux, enfin un peu les grands enjeux autour de ça? Ok.
Alors, normalement, je pense qu'il n'y a pas besoin de réexpliquer l'importance de décarboner la société dans son ensemble. Oui, je pense que ça, on en parle assez régulièrement. C'est quand même un sujet qui est sur la table voilà, en ce moment, J'espère que c'est clair globalement. pour tout le monde. Voilà. Alors, pourquoi le transport maritime? Comme tous les secteurs, il faut le décarboner. Néanmoins, c'est un secteur qui est un peu plus difficile à décarboner que d'autres secteurs. Ouais. Ça, c'est reconnu. Si vous lisez les rapports de l'IEA, les rapports du GIEC, c'est reconnu que certains secteurs vont être plus difficiles à décarboner et vont prendre plus de temps à décarboner. Il y a des secteurs qui sont assez faciles, entre guillemets, hein, je mets des gros guillemets, à décarboner. Oui. C'est pas pour chambrer, hein, mais par exemple, pour décarboner l'électricité, on sait faire, quoi. Enfin, on sait faire. Il y a encore de gros enjeux, mais si vous voulez, on a les capacités. On a déjà des technologies matures pour décarboner l'électricité. Décarboner la mobilité terrestre, c'est pareil. On a la voiture électrique, plus les transports en commun. Décarboner le chauffage, on sait assez bien faire aussi. D'accord. Alors, c'est pas possible. Encore une fois, hein, je mets des gros guillemets. Il y a des enjeux, mais bon, globalement, on a des solutions. Quoi. On a des solutions. Maintenant, c'est plus une question de rythme, de vitesse de déploiement. Oui. Pour le transport maritime, c'est assez différent. Ça fait partie des secteurs les plus difficiles à décarboner, avec l'industrie lourde, avec l'aviation. Et c'est un secteur qui est assez en dehors des radars pour le grand public. Oui, c'est vrai, parce que les gens, quand on dit au début, 3% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, on ne se rend pas compte, même rien que moi, quand j'ai découvert que c'était que 90% des marchandises étaient transportées par la mer, j'étais, ah oui, quand même, moi je pensais que c'était l'aviation. Voilà, comme on dit, ça vient de l'autre bout de la planète, en fait, ça passe par la mer. Donc, oui. Et même aujourd'hui, bon là c'est des enjeux géopolitiques, mais aujourd'hui il y a des enjeux géopolitiques, des problématiques justement de bateaux qui sont attaqués, etc. En fait, ça on se rend compte à quel point les marchandises passent par ce... Absolument. Quand le canal de Suez était bouché. Là, oui, voilà. De toute façon, le canal de Suez, en fait, est un lieu, un point clé finalement aussi du transport. Absolument, oui. Donc, oui, c'est dans ce moment. Alors, pour se rendre compte un petit peu de... On va vous montrer. Ouais. Je vais changer. De l'immensité, de l'importance du transport maritime, j'ai la deuxième et la troisième slide. Deuxième, on fait comme ça. Voilà, donc ça c'est... Hop. Donc ça c'est un porte-conteneur géant. Donc ça c'est vraiment... c'est le transport maritime, certains disent que c'est le sang, le réseau sanguin de l'économie mondiale en fait. Et quand on habite loin des ports, et en France, on habite souvent loin d'un grand port qui est capable d'accueillir ce genre de navire. On oublie un petit peu l'importance du transport maritime. Et donc, alors la photo ne rend pas forcément hommage à son immensité, mais c'est un bateau qui fait quand même 400 mètres de long. Donc 400 mètres, regardez sur une carte, 400 mètres, c'est vraiment immense, 400 mètres. C'est plus grand que la Tour Eiffel, évidemment. Et si on regarde, alors là, je peux zoomer, non, vous m'avez dit. Si on voit tout en bas, sur la première rangée, il y a 2 conteneurs, là, le rouge et le vert. Et donc, ceux-là, c'est des conteneurs de 20 pieds ou 6 mètres de long. Et on peut en stocker 20 000. D'accord. Alors, 20 000, des petits, là, comme ça, 20 000, ça paraît un petit peu difficile à se représenter. Donc, moi, je l'ai mis sur un train. Je me suis dit, on va essayer de faire un train qui contient 20 000 conteneurs. Et si on met ces 20 000 conteneurs sur un train, et ça fait un train qui va de Nantes jusqu'à Sablé-sur-Sarthe. Donc il a déjà dépassé Angers. Et il arrive à Sablé-sur-Sarthe. Donc il n'a pas encore fini de quitter la gare de Nantes, qu'il est déjà arrivé à Sablé-sur-Sarthe. D'accord. Donc c'est pour faire prendre conscience aux gens de l'immensité, des capacités immenses de transport de ce genre de navire. Oui, c'est énorme. Et d'où le 90% du commerce mondial. Oui, finalement, ils peuvent transporter tellement de conteneurs que du coup, c'est hyper pratique. Finalement, sur un bateau, on peut si on peut mettre autant, alors que sur un train, on ne peut pas mettre autant de marchandises. Alors, c'est pas pour dire que le train c'est nul. Hein. Non, vraiment en doute. Mais c'est que quand on fait le rapport, quand on remet en perspective, on se dit, parce que j'imagine que c'est pensé d'essayer. On transporte des marchandises en train, mais on ne peut pas transporter autant. C'est pas. Non. Même en avion, en fait, on ne peut pas. Ah non, en avion, c'est impossible de transporter autant de marchandises. Ouais. Bien sûr. En fait, c'est un peu paradoxal, c'est-à-dire que le transport maritime, il faut le décarboner, ça c'est évident, mais à la fois, c'est le moyen de transport qu'il faut privilégier avant tous les autres.
Alors, le train, je le mettrais un petit peu à part, mais il faut vraiment le privilégier par rapport au transport routier et par rapport au transport aérien si on veut essayer d'économiser le CO2. Donc il faudrait limite augmenter la part de transport maritime Oui. pour sauver la planète, entre guillemets, mais en même temps, il faut baisser les émissions du transport maritime. Et par question, enfin, je ne sais pas si vous avez la réponse, si vous ne l'avez pas, c'est pas grave. Aujourd'hui, du coup, il y a quand même aussi énormément de marchandises, comme vous dites, qui sont transportées en poids par les poids lourds. Par comparaison, est-ce que vous savez c'est quoi l'impact, l'impact carbone, les émissions carbone des camions? Vous avez la réponse? J'ai un slide là-dessus. Alors là, je reprends le. C'est un truc un peu rigolo que j'aime bien montrer pour faire prendre conscience aux gens. Donc, si on reprend le porte-conteneur de tout à l'heure, c'est le Jacques Saadé de la compagnie CMA-CGM, donc compagnie française. Non, c'est pas le Jacques Saadé, excusez-moi. C'est Antoine de Saint-Exupéry, mais ça n'a aucune importance. Enfin, pour ici en tout cas. Et donc, ce navire, il est équipé d'un moteur diesel. 2 temps. Donc ça, c'est le moteur. Voilà, ça, c'est le moteur qu'on voit à l'écran. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle un moteur cathédrale, tellement il est immense. Peut-être qu'on appelle ça un moteur cathédrale. Et vous voyez, il y a des techniciens qui peuvent rentrer en fait, dans le moteur. D'accord. Le moteur. Et donc, ça fait 75 mégawatts. Alors, la plupart des gens ne maîtrisent pas bien le mégawatt, moi y compris. Hein. Et donc, je l'ai converti dans une unité qui est peut-être un peu plus facile à comprendre. Et donc, je l'ai converti en Twingo. Et donc, 75 mégawatts, ça fait 1600 Twingo. D'accord. Donc, les Twingo 1, les premières qu'on avait là. Les petites un peu. Ouais, les toutes premières. Ça fait à peu près 1600 Twingo là. Donc là, sur l'écran, vous avez représenté 1600 Twingo. Ouais. Et là, si vous vous souvenez que le porte-conteneur, il pouvait transporter 20 000 conteneurs, pour 1600 Twingo, vous commencez à réaliser l'efficacité en fait d'un tel moyen de transport. Et donc, si on passe à la slide suivante, voilà, donc c'est l'équivalent en puissance. Hein. Oui. En puissance, c'est l'équivalent d'une Twingo qui tire 12 petits conteneurs. Donc, c'est pas mal, c'est drôlement efficace. Si une Twingo était aussi efficace. Voilà. Mais c'est vraiment avec la puissance de la Twingo. Oh, ok. Ah oui, non, mais c'est impressionnant. Pour faire une image inverse, c'est un peu comme si vous équipiez un poids lourd d'un moteur de mobilette, en fait. D'accord. Oui, donc en fait, finalement, oui, c'est d'où l'intérêt d'utiliser ce transport-là. Puisque finalement, c'est sous-motorisé par rapport à d'autres moyens de transport. Ouais. C'est sous-motorisé. Et en plus, le moteur qu'on a vu, alors, en termes de pollution, il faut être prudent. C'est-à-dire qu'en termes de CO2, par unité de travail, on va dire qu'il a un rendement qui est bien meilleur que celui de la Twingo, d'accord? Par unité de travail, il va consommer moins de carburant que le moteur de la Twingo. Par contre, en termes de polluants, on pourra en reparler, c'est une autre histoire. D'accord. Oui, c'est un peu les autres polluants que le CO2, je veux dire. Hein. C'est un peu comme quand on fait la comparaison sur un pays produisant de l'émission de gaz à effet de serre par habitant, et s'il y a plus d'habitants, ça va être réduit. C'est un peu... les émissions par habitant, elles sont moins importantes s'il y a plus d'habitants. Je ne sais pas trop comment expliquer ce que j'ai. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je veux dire. Mais si on prend la Chine, par exemple, ils produisent... C'est un gros émetteur de gaz à effet de serre, notamment parce qu'ils produisent pas mal de choses. Mais si on rapporte au nombre d'habitants, c'est moins important que, par exemple, un Français moyen, je crois. Hein. Alors, c'est plutôt du même niveau qu'un Français, même c'est un petit peu supérieur maintenant, Français. Alors peut-être que c'était pas un bon exemple, la Chine. Mais oui, par contre, c'est vrai qu'il faut ramener les émissions de la Chine non, mais ce que j'essayais de comprendre, c'était par rapport à par rapport à la taille, vous dites par unité de travail. C'est ou peut-être le rendement, c'est plus. Oui, le rendement. Non, mais plus clair. J'essayais d'essayer de visualiser ça d'une autre manière pour essayer de voir si j'avais bien compris. Alors, les moteurs qu'on a vus, là, ils ont un rendement d'environ 50%. C'est-à-dire que alors, comment je vais dire? Pour fournir une unité de travail, ils ont besoin de 2 unités de carburant. 2 pour 1, 50%. La Twingo, c'est 25% de rendement. Oui, donc c'est moins. Donc, ils ont besoin de 4 de carburant pour 1 de travail. Ok. Voilà. Ça, je comprends. il fallait prendre le temps. Pourquoi je voulais dire ça? C'est parce que vous avez donc en puissance installée, vous avez la Twingo
Donc le porte-conteneur, c'est équivalent à une Twingo qui tire 12 conteneurs. Mais en émission de CO2, c'est encore mieux. Le ratio est encore plus impressionnant. Parce que, alors j'ai pas fait le calcul précis, mais ça sera à peu près une Twingo qui tire 24 conteneurs. D'accord. Et alors, si on regarde des chiffres un peu plus scientifiques, là, vous avez le graphique à gauche. Vous avez donc ce qu'on appelle l'intensité carbone du transport en grammes de CO2 par tonne et par kilomètre. Ok. Donc, quand je déplace une tonne de marchandises sur un kilomètre, combien de grammes de CO2 je vais émettre? Okay. Et donc, vous voyez que vous avez l'aérien en vert qui est très haut, autour de plus de 500 grammes par tonne kilomètre. Mm-hmm. Vous avez le routier qui est bien meilleur que l'aérien, mais qui est quand même haut. Mm-hmm. Et puis après, vous avez le rail et le transport maritime qui sont tout en bas, avec le maritime qui est même parfois meilleur que le rail. Mm. Et donc, vous avez le maritime en bleu à gauche. Et vous voyez que c'est largement préférable aux autres moyens de transport. Bah oui, mais parce que du coup, c'est la taille le fait qu'ils puissent transporter plus, en fait. C'est ça, c'est c'est le côté immense, ouais. Le fait qu'ils vont pas très vite aussi. C'est quoi à peu près la vitesse, c'est 15 nœuds, donc ça fait combien 15 nœuds? C'est à peu près 25 km/h. Ok, ah oui, c'est vraiment très lent, quoi. Ouais. C'est très lent. Et puis vous avez, alors là il y a un phénomène qui est assez intéressant à expliquer, mais qui peut, vous me direz si je prends trop de temps. Ah non, allez-y, vous avez le temps. Mais en fait, il y a un intérêt au gigantisme. Je dis ça parce que souvent c'est contre-intuitif. Il y a beaucoup dans la pensée écolo le fait que small is beautiful. Vous savez, plus c'est petit, plus c'est mieux pour la planète. Mais en fait, souvent c'est le contraire en fait. Et donc, big is beautiful, c'est plutôt l'inverse. Et en fait, il faut imaginer un porte-conteneur, d'accord? Il y a parfois des opérations qui s'appellent des jumboisations, c'est-à-dire qu'on va le couper, on va l'agrandir, on va rajouter un tronçon au milieu, et il va devenir plus grand. Et en fait, les principales forces résistives qui s'appliquent au navire, elles vont s'appliquer à l'avant du navire. Et donc, même si vous rallongez le navire, vous allez pas, si vous doublez la taille du navire, vous n'allez pas consommer 2 fois plus d'énergie. Ok, d'accord. Il y a un ratio surface sur volume transporté qui devient de plus en plus intéressant. En fait, vos frottements, ils sont proportionnels à la surface du navire, là où votre capacité de transport, c'est proportionnel plutôt au volume. Donc, si vous agrandissez le navire, juste en fait, mathématiquement, votre ratio il devient de plus en plus favorable. Et donc, plus le navire est gros, à même technologie, j'ai envie de dire, plus le navire est gros, moins il va consommer par conteneur. Ok, d'accord. Parce que voilà. Ratio voilà. volume. Non, mais oui, non, mais je comprends bien. Donc, du coup, en fait, là, dans l'intérêt, en plus, puisque bon, on parle d'un transport qui est utile aujourd'hui pour nous, puisque, enfin, voilà, si on fait venir toutes ces marchandises, quelles qu'elles soient, on en a besoin. C'est pour ça, enfin, on a besoin. Ça dépend comment on définit le besoin. On parlera probablement après de cette question-là. Mais du coup, je veux dire, là, on n'est pas sur, c'est du transport, c'est pas du transport de tourisme ou ce genre de choses. On est vraiment dans une économie qui vient, enfin voilà, de l'import-export, on importe des marchandises, on exporte des marchandises. C'est des biens de consommation courante, ce sont nos médicaments, c'est notre alimentation qu'on importe et qu'on exporte, ce sont nos vêtements, ce sont nos voitures, c'est nos ordinateurs, nos téléphones, les pièces détachées, c'est des produits chimiques de base, c'est des marchandises, des matériaux bruts. Non, c'est absolument essentiel pour notre économie. Si demain vous arrêtez le transport de marchandises, en fait, c'est une expérience de pensée assez intéressante. C'est-à-dire que pendant le Covid, on a arrêté le transport aérien. Bon, ça ne s'est pas fait sans conséquences, mais ça n'a pas été catastrophique dans la vie de tous les jours. Non, en tout cas, à notre échelle personnelle, ça vous avez certainement loupé votre voyage. Oui, c'est ça. Mais dans la vie de tous les jours, c'était pas trop impactant. Pas trop, je mets des guillemets. Si on avait fait la même chose avec le transport aérien, ça aurait été catastrophique. Excusez-moi, arrêtez, c'est pour voir si vous suivez. Oui. Eh bien, ça aurait été catastrophique. Oui. Et du coup, ils n'ont pas arrêté en fait pendant le Covid, il y avait quand même. Je pense pas.
un peu. Après, on n'a pas ressenti une différence à ce niveau-là. En tout cas, de toute façon, il n'y avait pas eu de pénurie, il n'y a pas eu de. Alors, il y a eu quelques pénuries de papier toilette et de pâtes, mais il n'y a rien de dramatique. Ouais. Cette pénurie n'a pas plutôt été créée par du coup une surconsommation voilà, dans un temps très réduit. J'ai plus l'impression que c'était ça le problème, plus que finalement. Je ne pense pas que le papier toilette vienne par porte-conteneur encore que je sais pas. Aucune idée. Alors là, vraiment, je ne sais pas. C'est des gens qui ont la réponse ou c'est des gens qui cherchent. Mais d'accord. C'est bon. Bah, très bien. Et du coup, vous aviez fini sur ce sujet-là? Après, oui, on peut passer à la suite, bien sûr. Du coup, la question c'était, ma question suivante, c'est quel est l'impact en fait environnemental, pollution atmosphérique, etc. Émissions de gaz à effet de serre. De toute façon, pollution atmosphérique, émissions de gaz à effet de serre, c'est un petit peu lié. C'est pas exactement la même chose. Ouais. La fabrication, etc. Quels sont les différents impacts qu'on peut y avoir? Alors, il y a tout un tas d'impacts. Donc, il y a les gaz à effet de serre. C'est le CO2. Et alors, si on doit rajouter un autre gaz à effet de serre, ça va être les fuites de méthane. On pourra en reparler. D'accord. Pour tous ceux qui fonctionnent au méthane, donc au LNG, vous avez peut-être entendu parler. Non. Donc, le GNL en français, gaz naturel liquéfié. C'est du méthane liquide. Donc, on a refroidi. Je ne sais plus exactement la température, mais c'est dans les moins 200 choses. Hein. Ok, et donc c'est un carburant qui est utilisé pour. Ah voilà, c'est un carburant. C'est un carburant qui est utilisé de plus en plus dans le transport maritime, en remplacement du fioul. D'accord. Mais bon, il faut bien prendre conscience que 99,9999% des navires marchands, ils fonctionnent à de l'énergie fossile. Donc, soit un dérivé de pétrole, enfin un produit pétrolier, fuel lourd, soit du gaz naturel. Quoi. Le gaz naturel. Donc tout ça, quand on le brûle, ça fait du CO2. Oui. Le problème avec le gaz naturel, c'est qu'on l'a vendu un peu comme une énergie de transition. Mais le gaz naturel, ça s'appelle naturel, mais c'est du méthane. Hein. C'est un gaz fossile. On dit naturel parce qu'il n'a pas été synthétisé. Il provient de la nature, mais on pourrait dire du pétrole naturel. Oui, parce qu'on voit, en tout cas, quand on voit des bus ou des voitures, des camions, souvent c'est des poids lourds. Hein, roulés au gaz naturel, on a l'impression que. Ah oui, mais ça c'est pas émetteur, quoi. Oui, c'est un peu une fumisterie en fait. C'est une énergie fossile. D'accord. Dont il faudra se passer. Et pourtant, on nous vendait comme une énergie de transition. Alors voilà, c'est vendu comme une énergie de transition parce que en fait, quand vous brûlez, pour déplacer votre navire, si vous voulez, vous allez émettre moins de CO2 si vous roulez, enfin vous naviguez avec du gaz naturel plutôt qu'avec du fioul lourd. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le fioul lourd, vous avez assez peu d'hydrogène, d'atomes d'hydrogène, là où dans le gaz naturel, c'est CH4. Vous avez 4 atomes d'hydrogène pour un atome de carbone. Et donc, quand vous faites la combustion de ça, eh bien, vous allez avoir un CO2 et 4 H2O. Donc, alors que si vous brûlez du fuel lourd, vous allez avoir très peu d'hydrogène, je ne sais pas combien, je ne sais même pas si on a beaucoup, mais vous allez avoir majoritairement du CO2 à l'échappement. Donc, quand même. Donc, alors, il y a un intérêt, sauf si vous avez des fuites. Et le problème, c'est qu'il y a toujours des fuites. Alors, combien? Je ne sais pas, mais il y en a toujours, petites ou grandes. Et quand on fuit, quand le gaz naturel fuit, c'est un gaz à effet de serre, lui aussi, mais qui est bien plus puissant que le CO2. Oui, c'est ce qu'on entend, en tout cas que le méthane est plus puissant. Voilà. Donc, ce que vous économisez d'un côté en brûlant du gaz naturel plutôt que du fuel, vous allez faire un peu moins de CO2, ben, vous pouvez le reperdre avec 1, 2, 3% de fuite. Et le problème, c'est que les fuites, c'est pas facile à détecter, à quantifier, à boucher, si je puis dire. Donc, alors, l'avantage, c'est que c'est des navires, on va dire, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est que c'est des navires qui sont biométhane ou e-méthane ready. C'est-à-dire qu'ils sont demain, ces navires qui naviguent avec du méthane, du GNL, et ben, ils pourront utiliser, au lieu du GNL fossile, ils pourront utiliser du GNL de synthèse ou du bio-GNL. Et donc ça, normalement, c'est un impact environnemental moindre. Même si ça fuit, on peut penser que c'est meilleur pour
l'environnement. Et donc, ces fuites, c'est des fuites de moteur, c'est quoi? C'est ça, en fait, ça fuit. Ok. Ouais, alors vous Et avez comment des ça se fuites fait? sur toute la chaîne. Alors, quand je dis 2-3%, c'est sur toute la chaîne, c'est-à-dire du puits jusqu'à la cheminée. D'accord. Et donc, bah, vous avez des fuites déjà lors de l'extraction. Vous avez des fuites sur tous les pipelines qui vont aller jusqu'à votre port, où vous allez souter. Vous allez avoir des fuites au moment de vous brancher. Alors, je ne suis pas expert, hein, mais j'imagine qu'à toutes les étapes, vous avez des fuites. Et vous avez des fuites aussi dans le moteur. D'accord. Ah oui. Oui, donc en fait, finalement, sur toute cette chaîne-là, en fait, que ce soit de l'extraction jusqu'à l'utilisation, en fait, et donc c'est 2-3%, c'est ça à peu près? Non, ce Ah, que je vous pardon, dis, j'ai c'est pas que compris. je sais pas combien de pourcentage de fuites il y a, ça va Mais il y dépendre des a. pays, ça va dépendre des filières, D'accord. mais il suffit de peu de fuites Ok. pour que ça devienne pire. Ok. Je crois de mémoire, il suffit de peut-être 4-5% pour que ça devienne pire en fait. Ok, d'accord. Donc il y a ces fuites-là, même si c'est pas encore enfin, de toute façon, c'est pas encore mince, je cherche mes mots. C'est pas encore enfin voilà, c'est pas encore le plus utilisé Non, comme. non, ça reste encore marginal. Mais bon, du coup, il y a les émissions de gaz à effet de serre du fuel. Enfin, Voilà. ça. Et Donc ça, c'est le premier impact environnemental dont on peut vraiment donc, parler. Le c'est la plus gros, majorité, quoi, des gaz. c'est les gaz à effet de serre, donc CO2 puis fuite de méthane. D'accord. Ensuite, si on regarde d'autres impacts environnementaux, vous allez avoir la pollution atmosphérique qui va surtout être présente dans les villes portuaires, notamment du fait qu'on est beaucoup moins regardant sur la qualité des carburants pour le transport maritime que pour le transport terrestre. D'accord. C'est-à-dire que naturellement, dans les produits pétroliers, il y a du soufre, Oui, par exemple. normalement. Et pour les voitures, on oblige les raffineurs à enlever le soufre et à descendre à des teneurs qui sont très très faibles. Je ne connais pas les teneurs, mais elles sont beaucoup plus faibles que dans le transport maritime. Si bien que votre Twingo, quand elle roule, elle émet très peu d'oxyde de soufre. Parce que s'il y a du soufre à l'entrée, il y a du soufre à la sortie. Et donc elle émet très peu d'oxyde de soufre. Ce qui n'est pas le cas donc, de notre porte-conteneurs, qui va utiliser des carburants. Alors, la législation s'est durcie très récemment, et donc on a abaissé encore une fois les teneurs en soufre, mais on est toujours à des teneurs, je crois, qui sont à peu près 100 fois supérieures à ce qu'on peut trouver dans l'automobile. Donc à un moment, on était à 5% de teneur en soufre. 5% de tout le carburant, c'était du soufre, je crois. D'accord. Maintenant, on est descendu à 1, et maintenant, je me demande si on n'est pas à 0,1%. À vérifier les chiffres, mais voilà, vous voyez l'idée, hein, on baisse au fur et à mesure des années. Et le problème de ces oxydes de soufre, c'est que c'est des polluants atmosphériques, ils sont mauvais pour nos poumons, et ils sont mauvais aussi pour la biodiversité, puisque quand ils précipitent, c'est ce qu'on parle des pluies acides. À une époque, notamment dans les années 80-90, on avait beaucoup peur des pluies acides. Et donc ça, c'est un phénomène qui est principalement causé par les oxydes de soufre. Et donc, principalement par l'industrie lourde et donc le transport maritime. Alors, ce qui est assez ironique, c'est qu'on est en train de découvrir que les oxydes de soufre, c'est des choses qui refroidissent le climat. D'accord. Mais du coup, si ça, voilà, on dit là, ça refroidit le climat, on a voulu réduire, donc après, voilà. C'est qu'il y avait des raisons, enfin, à part les pluies acides, il y avait d'autres raisons, raisons de santé. Pour les raisons de santé, là. C'est ça. Donc on a interdit pour des mais c'est tout à fait. Je suis pas en train de juger la décision. Hein. Non, mais mais c'est assez bon. Voilà, moi, c'est intéressant d'un point de vue scientifique, c'est ironique, c'est un peu dramatique d'un point de vue citoyen peut-être. Et en fait, les oxydes de soufre, ils avaient un avantage. Ils refroidissaient le climat. D'accord. Et donc, on est en train de se demander si l'accélération un peu récente dans la hausse des températures, elle n'est pas due à cette sortie, cette baisse des teneurs en soufre. Alors, il y a de la recherche là-dessus. Voilà, il y a de la recherche là-dessus. Je préfère pas trop en dire parce que c'est pas du tout mon domaine de compétence. Et je crois que c'est très certainement multifactoriel. Mais il me semble que voilà, le transport maritime, de par ses émissions d'oxyde de soufre, contribuait à refroidir le climat. Ce serait intéressant d'en savoir un peu plus, enfin un peu plus tard, d'aller un peu chercher des infos là-dessus, parce que c'est vrai que ça fait un contrepoids. Bon, après, j'imagine qu'il y a tellement de. Enfin, comparé aux émissions de gaz à effet de serre qui réchauffent le climat, j'imagine que c'est peut-être pas. On ne sait pas. Alors, ça serait intéressant. Je serais curieux de voir le bilan. J'imagine qu'il était négatif pour le climat, mais je serais curieux de voir le bilan. Enfin, voilà.
je pense que c'est une bonne chose, hein, au final, de sortir des oxydes de soufre et des énergies fossiles de manière générale. Donc voilà, ça c'est la pollution atmosphérique. Il y a aussi d'autres polluants, hein. Il y a les NOx, donc ça c'est les oxydes d'azote. Il y a les particules, il y a la suie. Quand même pas mal de... Voilà. Donc ça c'est les polluants atmosphériques. Principalement, c'est mauvais pour notre santé. Mais il y a aussi des impacts sur le réchauffement climatique et sur la biodiversité. Ensuite, il peut y avoir les marées noires. Alors ça, c'est un problème, heureusement, qui est, alors pas, je dirais pas en passe d'être résolu, mais enfin voilà, ça s'est grandement amélioré depuis qu'on a amélioré notamment la sécurité en mer et on a fait des navires à double coque. Oui, parce que récemment, enfin, je sais pas c'est quoi la dernière marée noire récente dont on a entendu parler, mais j'ai pas l'impression ces dernières années, il y en a eu. Il y en a beaucoup moins. Il y en a beaucoup moins. Si vous regardez le nombre de marées noires au cours du temps, ça a vraiment baissé de manière significative. Donc ça, c'est une nouvelle. Il faut plutôt se réjouir. Et c'est au fait principalement parce qu'on fait des navires double coque. Ouais. Avant, on faisait des tankers avec simple coque. Donc vous aviez vraiment le fuel lourd qui était séparé, enfin le pétrole brut même, qui était séparé de la mer par juste une paroi d'acier, en fait. Assez épaisse, mais une paroi d'acier. Et donc, si vous tapiez un caillou, bah, vous pouviez éventrer cette paroi et voilà, le fuel se répartissait, se disséminait directement dans l'environnement. Là, maintenant, vous avez des doubles coques. Et donc, quand vous faites une éraflure sur la première paroi, bah, vous avez quand même la deuxième paroi qui maintient le fuel lourd dehors de l'environnement. Donc c'est plus un point de vue sécurité, quoi. Ils ont vraiment amélioré la sécurité. Mais même pour les marins, en fait, finalement. Ah oui, même pour les marins, hein, parce que le navire coule pas, c'est déjà mieux. Mais ça, c'est bon, ça c'est une très bonne chose pour l'environnement, mais voilà, ça nécessite plus d'acier pour construire ce navire. Oui, et donc l'acier, bah là, enfin voilà, on sait que l'aciérie, ça pollue, quoi. Oui, bah pour produire de l'acier, De toute façon, finalement, pour produire même si aujourd'hui on fait des choses plus grandes, plus grosses aussi, bah, pour être plus en sécurité, etc., ça demande plus de matériaux et donc du coup, enfin, voilà, il y a... Alors pas forcément. Là-dessus, je pense que je vais vous contredire. Je pense que justement, pour transporter 20 000 conteneurs, vous consommerez moins de matériaux avec un navire de 20 000 conteneurs qu'avec 10 navires de 2000. Oui, c'est sûr. Non, mais c'est pas évident. Avant qu'on y réfléchisse un tout petit peu, c'est pas complètement évident. C'est vrai que quand on voit ces immenses navires, on se dit que c'est colossal et que c'est une immense gabegie de ressources. Mais en fait, si vous faites si vous essayez de trouver l'alternative plus petite, il vous en faudra 10 navires et ces 10 navires, ils vont consommer plus d'acier. Oui, donc finalement, comme vous avez dit au début, c'est mieux d'avoir des plus gros navires qui puissent transporter plus. Ouais. Non, j'entends. Ensuite, donc ça, c'était le troisième impact environnemental. Ouais. Et ensuite, vous avez mais ça, c'est des sujets que je maîtrise vraiment pas du tout, mais vous avez par exemple les bruits marins sur la biodiversité. Et vous avez aussi le transport d'organismes vivants, d'animaux, d'un point A à un point B. Donc des espèces invasives. Et notamment, si vous allez dans la région des lacs, entre le Canada et les États-Unis, vous êtes sur des eaux douces. Oui. Mais c'est des lacs qui sont assez grands et qui doivent passer des navires assez larges. Et ces navires, ils étaient avant dans des zones, ils pouvaient être en Asie par exemple. Oui. Et donc, ils peuvent récupérer, je sais pas, un plancton ou une crevette d'Asie et la relarguer dans un endroit où elle va pulluler et elle va perturber tout l'écosystème. Oui, ça, c'est finalement aussi une problématique de la mondialisation de transport. Là, on parle d'animaux, mais je veux dire, c'est pareil pour le fait de voyager autant, on a cet impact-là, quoi. Oui, alors là, on prend des risques, en fait, en faisant ça. Oui, mais c'est pas forcément dans la marchandise, en fait. Oui, mais j'ai bien compris, ça va être sur les coques des bateaux. Alors ça peut être sur les coques, en fait, c'est dans l'eau de ballast. Vous savez, je vous ai dit qu'il y a des doubles coques. Oui. En fait, ces doubles coques, on va les remplir d'eau pour ajuster la hauteur du navire sur l'eau. Donc quand il voyage léger, on va remplir cette double coque d'eau. Et en fait, on va prendre de l'eau de mer et on va remplir. Et donc, si on prend l'eau de mer, là, on prend les micro-organismes. Alors maintenant, il y a des règles pour régler ça. Et donc, il faut retraiter les eaux avant de les rejeter. Alors, soit au moment de les capter, soit au moment de les rejeter.
Et alors, il y a différentes techniques, des filtrations, des filtres UV, des trucs comme ça. Et ben voilà, il y a des réglementations qui sont mises en place pour lutter contre ce Ouais, problème. j'imagine qu'il n'y a pas trop le choix, parce que du coup, s'il y a des espèces invasives, ça va potentiellement avoir un impact négatif sur d'autres environnements, quoi. Donc, sur la biodiversité, ça peut potentiellement. Enfin, si on dit espèces invasives, c'est plutôt négatif en général. Donc, après, je sais que vous n'êtes pas spécialiste du sujet, mais voilà, quand on dit ça, j'imagine que c'est pas. Voilà. Les scientifiques ont dû se dire, bon, c'est pas top, il faudrait peut-être trouver des solutions. Ouais, mais ils ont réussi à faire implémenter la réglementation, ce qui ne devait pas être évident, parce que c'est quand même pas mal contraignant, je pense, de devoir refiltrer toute l'eau. Parce qu'en fait, tous les navires ont dû être adaptés, je crois, hein, pour. Oui, donc ça demande encore des fois des investissements, un travail de plus pour pouvoir répondre à cette réglementation-là. D'accord. Oui, je vois très bien la région des Grands Lacs. Je me souviens, pour l'avoir vu en vrai, je me souviens très bien d'avoir été très étonnée de voir sur un lac des énormes bateaux. C'est pas commun, quoi. Chez nous, c'est plutôt, c'est pas, ça n'existe pas, quoi. C'est assez impressionnant à voir en vrai. Donc là, on a fait le tour. Et donc maintenant, on va peut-être parler un petit peu des potentielles solutions. Qu'est-ce qui est envisagé? Parce que bon, là, on a parlé des problèmes, mais maintenant, ça serait cool de parler d'un petit peu bien sûr. Des solutions. Alors, souvent, il y a une façon de présenter les solutions en 3 catégories. D'accord. Alors, comme toute catégorie, c'est jamais parfait, hein. On aime bien mettre les choses dans les boîtes, mais les choses ne rentrent pas parfaitement dans ces boîtes-là. Mais voilà, il y a 3 boîtes qu'on utilise généralement, c'est la sobriété, l'efficacité énergétique et le changement d'énergie, quoi. D'accord. Donc la sobriété, l'idée, c'est de réduire son besoin. Ouais. D'accord? Je balaye les 3 très rapidement, puis après on pourra rentrer dans le détail si vous voulez. Donc la sobriété, c'est vraiment me dire je vais aller moins vite ou je vais utiliser moins de transport maritime. Déjà pas très vite. Le deuxième pilier, c'est de dire pour faire le même service qu'avant, donc pour aller à la même vitesse qu'avant et transporter le même nombre de conteneurs qu'avant, je vais consommer moins d'énergie. D'accord? Donc c'est sur votre maison, par exemple, vous allez isoler votre maison. Vous réglez toujours la même température chez vous, vous avez le même confort, mais vous consommez moins d'énergie. Ça, c'est de l'efficacité. Et ensuite, vous avez le changement d'énergie, et donc les énergies décarbonées. Et donc là, l'idée, c'est de dire, à même besoin, même consommation d'énergie, c'est un peu délicat, parce que souvent, quand on change d'énergie, on est plus efficace, ou pas. Mais le troisième, ça va être, je passe d'une énergie fossile à une énergie décarbonée. D'accord. Et donc là, on peut balayer les 3 si vous voulez. Alors, allons-y. Je vais laisser. On va aller reprendre notre PowerPoint. C'est 16 slides. Ouais, non, alors moi dans mon PowerPoint, je n'ai pas forcément mis dans ces 3 catégories-là, mais on pourra en reparler, hein. On peut s'appuyer dessus quand même. Je fais des bêtises. Je gère mal. Hop. C'est bon. On est revenu. Alors, donc, ça c'est une image de synthèse. Ça, c'est une image de synthèse, mais on a le Canopé. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, c'est un navire qui transporte des pièces pour la fusée Ariane, qui n'est pas très différent en fait, et qui est, je ne dis pas de bêtises, mais qui est aussi fabriqué par Zéphyr et Boré, l'armateur. Et voilà, donc ça préfigure assez bien de ce qui. Je crois qu'il est en construction, ou bientôt en construction. Voilà, c'est pas complètement de la science-fiction, c'est un navire qui va bientôt être navigué. J'ai déjà vu ce genre de choses. De toute façon, il y a eu des tests avant de ce genre de bateau. Vous l'avez déjà vu en vrai? Non. Non, attendez. Non, mais ça existe, mais. J'aimerais bien, ce serait intéressant de voir en vrai. Enfin, moi, ça m'intéresserait. Mais par contre, des prototypes, des images de prototypes, etc., ça, oui, j'ai déjà vu. Mais du coup, non, en vrai, ça, non. Alors là, j'ai pas de choses sur la sobriété en tant que telle. Alors, parce que là, du coup, c'est. Là, en fait, je présente les différents, très facilement, je présente les différents types d'axes de recherche. Et en plus, j'ai mis les logos des labos qui bossent dessus dans la région nantaise et un petit peu plus. Alors, sur la sobriété, j'ai pas vraiment de solution à illustrer sur ce slide-là. Bon, il faut savoir que réduire le transport maritime, je sais pas. De toute façon, après, moi, en tant que
c'est pas tellement mon rôle de chercheur de dire si on pourra réduire ou pas le temps. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais est-ce qu'on pourrait pas transporter moins de gadgets inutiles qui viennent de Chine? Bon, je sais pas trop ce que c'est un gadget inutile et je sais pas quelle est la part de gadgets inutiles au transport et je sais pas et voilà, je suis pas complètement convaincu que ça va avoir un gros impact sur le volume de porte-conteneurs à l'avenir. Si je devais parier, je parierais plutôt sur une hausse du transport maritime. Déjà parce qu'on a vu que c'est un excellent moyen de transport. Donc si on veut économiser du CO2, à chaque fois qu'on veut transporter une marchandise, bah, vaut mieux par la mer que par la route. Souvent par le train et très certainement par l'avion, il vaut mieux éviter ces moyens de transport et passer par le bateau. Ensuite, parce que faut rappeler quand même qu'on a une population mondiale qui grossit. Donc la demande devrait suivre. Hein. On est 8 milliards aujourd'hui, peut-être 9-10 en 2050, 10-11 en 2100. Là, déjà mécaniquement, on se dit que la demande va augmenter. Et puis il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, il y a à peu près 7 milliards de personnes qui n'ont pas le niveau de vie d'un gilet jaune. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, finalement, qui c'est qui bénéficie aussi de ça? C'est certain. Enfin, tout le monde n'achète pas des gadgets inutiles, comme les gens peuvent dire en Chine. Ouais. C'est une certaine partie de la Oui, population. bah, c'est le. Alors, Je veux dire, ça vient. Après, le transport maritime, c'est plus que les, Oui, que les 1 milliard, le top 1 milliard. Mais plus on est riche, plus on consomme, en fait. Et même un gilet jaune, il consomme déjà pas mal de Oui. marchandises qui viennent de l'étranger. Et donc, moi, d'un point de vue, si vous voulez, social, on peut que souhaiter aux 7 milliards qui n'ont pas encore le niveau de vie d'un gilet jaune de devenir plus riches. Et donc, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont acheter des machines à laver, des frigos, des lumières, des ordinateurs et tout ça. Ils vont consommer, quoi. Bah, oui, Et ça va venir très certainement de l'étranger. Bien Et sûr. donc, voilà. Donc il y aura enfin voilà, on peut pas, il faut s'attendre à une augmentation de la demande. En tout cas, moi, je suis pas spécialiste du sujet, mais si je devais parier mon argent aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, je parierais plutôt sur une hausse. Je dis pas que c'est ce qui va se passer, et je dis pas que c'est souhaitable. Attention, il y a pas de. Non, mais c'est ce qu'on peut entendre en tout cas aussi potentiellement par ces pays qui sont en développement et qui disent bah nous aussi on a envie d'améliorer le niveau de vie de notre population et donc du coup d'atteindre le niveau de vie qu'on peut avoir dans les pays occidentaux, en tout cas occidentaux et développés aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas que les pays occidentaux qui sont développés. Donc, Alors, la bonne nouvelle, c'est que question sobriété, normalement, si on arrive à vraiment engager la transition énergétique, eh bien, on devrait se passer quand même d'une bonne partie de la flotte mondiale, celle qui transporte des produits fossiles. Donc, du pétrole. Aussi. Oui, parce qu'en fait, il y a une bonne partie des navires qui sont des tankers, qui transportent du pétrole lourd. Ce sont des vraquiers qui transportent du charbon, même si le charbon, je crois, ne voyage pas trop. Et ce sont des méthaniers qui transportent donc du méthane liquide. D'accord. Et donc, à l'avenir, éventuellement, on transportera moins toutes ces marchandises. Donc, le volume de marchandises baissera peut-être par ce levier-là. Parce que du coup, je ne sais pas si vous savez à peu près comment ça représente quelle proportion. C'est à peu près 30 à 40% du tonnage mondial. Oui, c'est quand même. Donc c'est quand même un beau levier. Ouais. Alors après, ça sera peut-être remplacé par des carburants de synthèse. On en reparlera probablement à la suite. D'accord. Donc là, c'est des voiles en fait qu'on voit sur le bateau. Ouais. Alors, donc, je continue un tout petit peu sur la sobriété. Sur la sobriété, puis après je Parce que la sobriété, ça peut être, par exemple, baisser la vitesse du navire. Donc ça, c'est un levier qui est utilisé depuis très longtemps. D'accord. Puisqu'en fait, ce qui est intéressant à comprendre d'un point de vue physique, c'est que l'évolution de votre consommation, en fonction de la vitesse, c'est pas linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire que si je multiplie ma vitesse par 2, je ne multiplie pas ma consommation par 2, mais par beaucoup plus que 2 en fait. Ok. Donc d'accord. Voilà. Donc à chaque fois que j'augmente ma vitesse, si je multiplie ma vitesse par 2, je multiplie ma consommation. Et je dis un chiffre un peu au pif, mais ça va être par 5. D'accord. Ok. Donc on a fortement intérêt à réduire sa vitesse. Et ça, on le fait depuis longtemps quand même. Et ça a un impact ou pas sur... j'imagine que du coup, on prend plus de temps dans le... Ah oui. Alors si vous divisez votre vitesse par 2, vous multipliez votre temps de livraison par 2. Donc l'effet rebond, entre guillemets, de cette sobriété, c'est que vous allez devoir
pour assurer le même flux de marchandises, vous allez devoir construire plus de navires. Ok. Donc ça aussi, en fait, finalement, c'est... Mmh. Après, là, aujourd'hui, vous avez dit à peu près 25 km/h, donc 15 000 à peu près 25 Mmh. km/h, c'est ce que vous avez dit. On penserait potentiellement encore baisser cette vitesse-là, Ah bah, ou ça, c'est un les vitesse... tankers, je crois qu'ils sont déjà à 10 nœuds. Ok, donc c'est... oui. Je sais pas si... Après, souvent, ça dépend de la conjoncture économique, en fait. D'accord. C'est-à-dire que si il y a une demande qui ralentit, en fait, Mm. plutôt que de fermer enfin, de mettre à l'arrêt des navires, ils les font naviguer moins vite. Mais ça, ça se voit assez bien. J'ai pas les graphes là, mais si vous regardez les vitesses moyennes des porte-conteneurs au cours du temps, vous voyez qu'après la crise de 2008, par exemple, ils ont ralenti. D'accord. À vérifier, mais je suis presque sûr de ça. On vérifie. Il y a Vous plein allez de avoir choses plein à de choses à vérifier. vérifier. Il faudra que je re-regarde, cette émission pour noter toutes les choses qu'il faut vérifier. C'est bien, je ferais peut-être une émission revue de presse dessus. Une émission de débunkage de tout ce que j'ai. Non, non. Le but, c'est pas de débloquer tout ce que vous racontez. Normalement, vous êtes censé avoir quand même... et peut-être vérifier des données. Ouais. Alors, donc si on passe sur l'efficacité énergétique, il y a encore des beaux progrès à faire. Donc, par exemple, on peut améliorer la carène. Ça, c'est la forme du navire pour essayer de s'assurer qu'on a une résistance la plus faible possible à l'avancement. On peut essayer de pousser le navire aussi de manière plus efficace. Donc là, c'est fait avec des hélices. Il y a encore du travail sur optimiser les hélices. Il y a déjà des designs d'hélices qu'on connaît qui sont plus efficaces, mais qui sont plus sujets à des problèmes de maintenance, des problèmes de panne, tout ça. Donc, voilà, ça c'est des choses qu'on peut améliorer, on peut gagner 10% peut-être avec de nouvelles hélices. Puis après, il y a des gens qui imaginent des choses assez, comment dire, très originales, on va dire. Par exemple, qui mis des batteurs un peu à l'image d'une nageoire de baleine. Ok, oui. Une queue de baleine en fait. Et donc, voilà, il y a des gens qui imaginent d'autres formes de propulser le navire. Et puis il y a aussi des gens qui. Alors ça, je sais pas à quel point c'est déployé, mais on en parle depuis longtemps et je crois que c'est déjà mis en œuvre sur certains navires. C'est souffler des bulles d'air sous le navire. Parce qu'en fait, comme ça, vous réduisez votre frottement. Alors il vous faut de l'énergie parce qu'il faut comprimer de l'air et souffler des bulles d'air à l'avant, mais ça permet d'avoir moins de frottement. Et donc ça, c'est l'efficacité énergétique. Vous avez le routage, par exemple, aussi, qui est indiqué sur la diapo. Le routage, c'est l'idée de déjà de trouver le chemin le plus court. Ça paraissait un peu évident. Mais ça peut être aussi de trouver le chemin avec le moins de courant, le moins de mauvais temps. Donc ça participe aussi de l'efficacité énergétique. Et puis ça peut être aussi l'idée de dire je dois arriver dans 10 jours à tel port, eh bien je veux être sûr d'avoir la bonne vitesse et de ne pas arriver trop tôt. Parce qu'en fait, vous avez beaucoup de gens, beaucoup de marins, a priori, qui arrivent un peu trop tôt. Si vous arrivez trop tôt, c'est que vous allez trop vite. Si vous allez trop vite, ce que je disais tout à l'heure, vous consommez plus. Donc si vous faites le trajet en 9 jours au lieu de 10 jours, et que vous restez même un jour à attendre parce que votre place au port, elle est que dans le 10e jour, eh bien vous allez consommer plus que si vous alliez naviguer calmement pendant 10 jours. Donc déjà, adapter la vitesse, c'est un levier. Et puis après, vous avez le levier changement d'énergie. Donc là, ce que je vous disais, hein, les navires, ils consomment à 99,9999 du fuel. Alors, soit du diesel, ce qui est assez similaire à ce qu'on met dans nos voitures, soit du fuel lourd qui est beaucoup plus visqueux. Voilà, il est tellement visqueux qu'il faut le chauffer en fait avant de l'injecter. Il faut le chauffer environ à 80 degrés avant de l'injecter dans les moteurs. D'accord. Soit vous avez du LNG, donc le méthane. Et donc l'idée là, c'est de changer de carburant. Et donc ça, c'est la troisième boîte, la troisième catégorie, donc le changement d'énergie. On va essayer de trouver des nouvelles énergies. Donc soit on peut faire quelque chose qui ressemble beaucoup au fuel, donc par exemple on peut faire du biodiesel avec de la biomasse. D'accord, ok. Alors je sais plus comment on fait, c'est par exemple de l'huile de palme ou du maïs. Vous voyez, un peu comme l'éthanol. Ouais, c'est ça. Alors l'éthanol, ça va être plutôt pour des moteurs essence. Oui. Voilà. Et le diesel, voilà, plutôt des huiles pour les moteurs diesel. Oui, comme des fois on récupère des huiles alors, c'est pas pour les bateaux, mais des huiles de friture, ce genre de choses. Ouais. Je sais plus quel
d'utilisation, mais ça se récupère en tout cas. Ça se récupère, ça peut se revaloriser, ouais. Et donc voilà, le gros levier à l'avenir, ça va être les biocarburants et les carburants de synthèse. Donc on va essayer de garder éventuellement le moteur à combustion interne, l'adapter éventuellement, pour qu'il brûle autre chose. Donc cette autre chose, ça va être, si on prend les biocarburants, donc c'est agrocarburants, biocarburants, c'est à base de produits qu'on va récolter, qu'on va transformer. Et là, on va faire quelque chose qui peut s'approcher plus ou moins de la formulation initiale. Donc là, l'adaptation, elle est assez faible. Donc ça a d'immenses avantages en termes d'infrastructure, puisque vous n'avez pas besoin de changer toutes vos infrastructures. L'inconvénient, c'est que vous allez être en concurrence avec l'alimentaire. Oui, bah oui, du coup. Voilà. Bon, sauf si vous passez sur des biocarburants de deuxième ou troisième génération, mais c'est pas complètement évident encore, je pense. Donc, deuxième, troisième génération, c'est-à-dire qu'on n'utilise pas directement ce qui intéresse normalement la filière. Donc, par exemple, le maïs, on va pas prendre le maïs directement, on va prendre les déchets de la plante. Ça veut dire aussi potentiellement que si il se tourne vers ça, il faut produire plus aussi. Ouais, Donc, du coup, ça prend plus de place. Il faut beaucoup plus de place. Il y a toute la question, enfin voilà, aujourd'hui en plus on est dans une situation où les agriculteurs, voilà, la situation de toute façon tout est lié forcément un petit peu aux enjeux économiques, politiques, etc. Ça veut dire que bah voilà, est-ce qu'on a envie de produire plus de ça ou pas quoi. Ah non, les biocarburants ont un impact environnemental. Et oui. Ont des impacts environnementaux, même au pluriel. Oui. Et c'est pas. Alors, pas une solution miracle. De toute façon, il n'y en a pas. Voilà, exactement. Ça, c'est très important de préciser. Et c'est pour ça que le secteur du transport maritime il est difficile à décarboner. C'est qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution très mature. Alors, par contre, on a plein de pistes. Et c'est ce que j'ai vu, c'est un peu avec ce slide. Donc, ça, c'est les biocarburants. Et après, vous avez les carburants de synthèse. Et donc là, l'idée, c'est de faire de la chimie à partir d'électricité. Donc, vous allez utiliser de l'électricité dans un électrolyseur pour faire l'hydrogène. D'accord ? Oui. Soit l'hydrogène, vous l'utilisez directement dans votre navire. Alors, ça prend plus de place. Mais c'est possible. Mais c'est possible, c'est tout à fait possible, c'est envisageable. Et vous pouvez soit le brûler dans des moteurs à combustion interne, soit le consommer dans des piles à combustible. D'accord. Ou vous allez, parce que vous considérez que l'hydrogène est trop compliqué en termes de stockage, en termes de manutention, vous pouvez décider de le transformer en un gaz qui est beaucoup plus facilement compressible, par exemple l'ammoniac. Donc ça, c'est NH3. Et donc NH3, l'avantage, c'est que vous n'avez pas de carbone. Bon, comme l'hydrogène, hein. Vous n'avez toujours pas de carbone. Et donc quand vous le brûlez, toujours dans une pile à combustible ou un moteur à combustion interne, quand vous le brûlez, vous n'émettez pas de CO2. Par contre, c'est toxique pour les humains. Donc il ne faut pas de fuite. Ok. Ça pue et c'est très agressif pour nos bronches. Et pourtant, c'est utilisé l'ammoniac en agriculture, par exemple, comme Alors, pas directement. Ok. Je crois qu'on utilise l'ammoniac, après on l'utilise pour faire des engrais, et il y a de l'ammoniac dedans, mais ce n'est pas de l'ammoniac pur qu'on utilise. Oui, d'accord. Donc ça va alors. Je sais pas, mais... Et après, l'autre troisième gros candidat, c'est le méthanol. Oui. Alors, le méthanol, c'est un carburant qui est liquide, qui est proche de l'alcool, qui contient par contre du carbone, et donc il faut recarboner en fait. Dans le méthanol, il y a le méthane, donc j'imagine. Ah bah non, même pas. Je sais même pas pourquoi on dit je sais méthanol. Pas. Mais après, d'accord. On va regarder. Donc il y a du carbone dedans. Mais voilà, il y a du carbone dedans. Donc ça, il faut prendre du carbone de quelque part. Ok. Et le rajouter à notre hydrogène pour faire cette molécule de méthanol. L'avantage, c'est que c'est un carburant liquide, et le liquide, ça fuit beaucoup moins facilement que le gaz. Et ça peut se mettre dans des moteurs diesel avec une adaptation qui est relativement facile. Et nous, d'ailleurs, dans notre équipe, au sein du Léa, on est en train de convertir un moteur diesel au méthanol et voir un petit peu qu'est-ce qui se passe en termes de combustion. J'ai dû voir passer ce projet de recherche-là en faisant des recherches justement pour le parcours. Ça, c'est dans le projet TONTM. On a deux axes expérimentaux, c'est la conversion au méthanol et la pile à combustible. Oui. Haute température, mais je pourrais y revenir. Haute température. Voilà. Okay, on va en parler un peu après. Ok. Et du coup, là, juste ce que je vous ai demandé, c'est Alors, les voiles. Oui. Parce que ça me... Alors, on y vient, si vous voulez. Alors là, c'est encore une énergie décarbonée, c'est le vent. Oui, puis on revient à quelque chose qu'on utilisait déjà avant, quoi. Mais j'imagine qu'on ne va pas utiliser que ça. Alors oui, parce que les plus grands navires à voile, les plus grands navires marchands à voile, ils faisaient à peu près 35 mètres.
Oui, ça n'a rien à voir avec les 400 mètres du Voilà. porte-conteneur du début, quoi. Donc ça n'a rien à voir avec les 400 mètres du porte-conteneur. Et mais voilà, c'est une filière clairement d'avenir, qui est d'ailleurs très foisonnante en Pays de la Loire. D'accord. Il y a beaucoup de startups et d'entreprises qui expérimentent. Et ce qui est très intéressant, donc là, on est vraiment dans la phase de phosphorescence. C'est-à-dire qu'il y a plein d'entreprises qui se mettent sur le marché et qui testent des technologies différentes. D'accord. Donc, on n'est pas encore sur une solution très mature, mais qui est très stimulante et très intéressante. Et donc là, Zéphyr et Boré, la compagnie, l'armateur là, qui a fait ce design, ben là, ils ont des voiles rigides. Alors, je pense pas que ce soit du turbo-voile, mais je suis pas spécialiste et je pense qu'on va pas rentrer dans les détails. Mais voilà, c'est des voiles rigides. Et donc, c'est des voiles. Du coup, elles sont maniées, on peut les... Ouais, Voilà, on peut les faire tourner, tourner pour s'exposer au vent de manière la plus favorable possible. Donc en fait, c'est un peu une alternative à. Voilà. J'imagine que l'idée, c'est de switcher entre le vent quand il y a du vent Ouais. et du coup un moteur. Alors, il y a toujours un moteur Oui, sur ces navires-là, ok. parce qu'on on parle souvent d'assistance vélique. Oui, ok. Donc, l'assistance vélique, l'idée, c'est de dire ça va aider le moteur, ça va soulager le moteur. Donc, quand il y a beaucoup de vent et que les régimes de vent sont favorables, et alors là, sur ce navire, je sais pas, ça va peut-être pouvoir faire 50% de la propulsion, ou peut-être plus. Mais parfois, vous avez un vent qui est face à vous ou pas de vent du tout, et là, ça va être le moteur diesel qui va faire tout l'effort. D'accord. C'est pour ça qu'on parle d'assistance vélique. Plus le navire est grand, plus on imagine que l'assistance va être faible. Et donc là, on revient sur un problème difficile à résoudre et qui va se poser à l'avenir. C'est quelle est la bonne taille de navire, en fait. Parce que si vous regardez la taille de ce navire et que vous vous amusez à compter le nombre de conteneurs, Il y en a beaucoup moins que sur le premier. voilà, il y en a beaucoup, 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 beaucoup moins que Ouais. sur le premier. Je sais pas combien il y en a, mais il y a peut-être une centaine. Oui, mais clairement, on voit qu'il y a beaucoup. Et donc, si vous imaginez remplacer le Saint-Exupéry par des navires comme ça, il va falloir beaucoup plus de navires. Donc, est-ce que le bilan carbone est favorable? Voilà, si je taquine un peu mes amis chercheurs sur la propulsion vélique, la question c'est de savoir est-ce qu'on est vraiment meilleur en termes de grammes de CO2 par tonne transportée que le porte-conteneur géant. Alors, là où moi je suis quand même très intéressé et indulgent, c'est qu'on est sur une phase de maturation et que ces technologies-là qui sont développées là, elles pourront aussi aller sur le porte-conteneur géant. Oui. Moyennant des aménagements, peut-être que ça ne fera que 10% de la propulsion, mais c'est toujours 10% de prix, quoi. En fonction. Alors là, vous avez des problèmes aussi. Ce qui va freiner pas mal la propulsion vélique, ça va être la formation des matelots, parce que là, c'est un nouvel équipement à gérer. Et puis, pour passer les ponts. En fait. Ah oui, bah oui. Ouais. C'est vrai que après il y a quand même ou alors des ponts qu'il faut. En fonction des endroits, vous ne pouvez pas passer partout. Et donc à Saint-Nazaire, pour ceux qui ont l'occasion de passer, ils sont en train de développer d'immenses voiles. Les mâts font 80 mètres de haut. Ils sont à côté des cales dans lesquelles ils sont en train de construire les paquebots et ils ont une commande d'un paquebot avec une assistance vélique. Et donc c'est une grande voile rigide. Alors elle ressemble vraiment à une voile pour le coup de voilier. Mais par contre, les voiles en tissu, c'est des matériaux composites. C'est rétractable. Et tout le mât peut pivoter pour passer justement le pont de Saint-Nazaire. Ou d'autres ponts, je ne sais plus, mais je crois que c'est le pont de Saint-Nazaire. Le pont de Saint-Nazaire, c'est pas un pont qui s'élève. Voilà. C'est pas un pont qui s'élève, il n'y a pas trop de choix. D'accord. Et alors, vous avez d'autres technologies. Donc là, ça, c'est des voiles rigides. Oui. Mais vous avez aussi des voiles gonflables. Vous avez une start-up de Michelin qui s'appelle Wizamo, je crois, et qui fait des voiles gonflables. Vous avez aussi des espèces de cerfs-volants, des voiles de kite. Ok, ouais. Et qu'on va mettre à l'avant du navire et qu'on va. Alors, ça, c'est difficile. Alors, c'est là où c'est difficile un peu à opérer, et si ça tombe dans l'eau, ça énerve tous les marins. Ouais, c'est pas très pratique, quoi. Vous avez des questions d'assurance, vous avez des questions aussi d'accords commerciaux, enfin de contrats commerciaux. C'est-à-dire que si vous décidez de naviguer à la voile et vous décidez peut-être de prendre un peu plus de temps parce que vous savez que vous allez avoir un vent plus favorable dans je sais pas combien de temps,
eh bien, vous allez peut-être arriver en retard sur votre livraison. Donc, il faut trouver des contrats commerciaux qui sont qui ont sont pas. acceptables, quoi. Voilà, c'est ça. On a eu une réponse, quelqu'un qui nous a dit que le méthanol, c'était CH3OH. Ouais. Voilà, on a la réponse. Oui, mais alors l'origine du mot méthanol, je sais pas pourquoi Ah oui. l'étymologie Est-ce de qu'il y a méthanol. s'il y a quelqu'un qui est dans le chat qui peut nous dire l'origine du mot méthanol, du coup, on Est-ce qu'il y a un a. lien avec le méthane? Est-ce qu'il y a oui, parce que c'est vrai que, enfin, en tout cas, quand on entend ça, on Oui, pense c'est vrai. au méthane. Donc, si vous savez, vous pouvez nous le dire. Ce serait cool d'avoir la réponse. Parce que nous, on peut pas aller le chercher. Du coup. Qu'on revienne à nos moutons. Un bon mouton, très bien. Je ne sais plus où on était. Si on était du coup sur les solutions. Je ne sais pas si on a fait le tour. On peut éventuellement parler un tout petit peu de la dernière, parce qu'elle Ouais. elle me concerne un tout petit peu, parce Oui. que j'ai un collègue qui a un projet de recherche justement avec Zéphyr et Boré, D'accord. où on va faire de la capture de CO2. Oui, Donc ça, c'est aussi un projet, enfin c'est un axe fort du maritime, puisque le maritime a l'injonction de se décarboner, de viser la neutralité carbone le plus vite possible, si possible en 2050, eh bien, on imagine que même en mettant toutes ces technologies à bord, on n'arrive peut-être pas à 0% d'émissions. D'accord ? Ok. Donc Et donc là, l'idée, c'est de garder des moteurs diesel, peut-être qu'ils vont construire du fuel, mais on va essayer de capter le CO2 à l'échappement. D'accord. Donc là, c'est une mini-usine que vous avez à bord du navire. Ok. Alors, vous avez différentes techniques, soit chimiques, soit cryogéniques, je crois. Et donc, vous avez des techniques, là, on travaille sur des techniques cryogéniques pour capter le CO2 et le stocker. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, on stocke tout le CO2 pendant tout le trajet, et puis après, il faut en faire quelque chose de ce CO2. Bah oui. Donc, soit vous l'utilisez dans une industrie qui a besoin de CO2, soit il faut essayer de l'enfouir. Oui, là, oui, c'est ce qu'on dit souvent. Donc, c'est la capture et le stockage de CO2. Et là, c'est assez Shadok parce que faut imaginer des ports hubs qui vont récupérer tout le CO2 de plein de bateaux, ouais. qui vont transvaser ce CO2 sur un autre bateau qui va être dédié uniquement au transport de CO2 et qui va aller, par exemple, dans un ancien puits de pétrole en Norvège, un puits de gaz en Norvège, et qui va réinjecter ce CO2 dans ce puits, dans ces poches de gaz. Ouais, donc c'est quand même mettre en place, pas non plus. Non. C'est pas super facile. Après, le CO2 fait une interview aussi d'un doctorant justement de l'IMM du Mans, et il parlait aussi de la capture du CO2, donc potentiellement ça peut être utilisé par exemple pour faire les boissons gazeuses ou ce genre de choses. Oui, la soda stream, si vous avez ça chez vous, voilà, on peut vous avez utiliser le CO2 récupéré. Je ne sais pas s'il est propre. S'il est propre, mais après. C'est d'impureté. Mais voilà. Bon, faudra faire beaucoup de boissons gazeuses et au final, il aura une utilisation, mais non, je pense que c'est pas sérieux. Alors, on a des réponses pour le méthanol. Méthane, ça veut dire un seul atome de carbone. Et éthane 2, propane 3. C'est ça, en fait. D'accord, ok. Et OH, c'est alcool. Donc, du coup, comme il y a un seul atome de carbone. Et c'est ol pour alcool, ok, d'accord. Merci beaucoup pour vos interventions et pour cette réponse. Du coup, on a appris un truc. Et donc voilà, donc cette capture de CO2, quoi. C'est une des solutions et de travailler dessus. Alors moi, non, pas directement, mais on a des collègues qui travaillent là-dessus. On va mettre une usine pilote à Centrale-Nantes. D'accord, ok. Donc ça, c'est encore. Mais la capture de CO2, c'est encore. On en parle, mais pour l'instant. C'est moins mature, c'est plus long terme, c'est ça que vous voulez dire? Ouais, j'ai l'impression. Je pense aussi. C'est pas un truc pour l'instant qui est. Surtout, il y a des contradicteurs aussi sur finalement est-ce que c'est une solution ou pas, est-ce qu'il ne faut pas mieux réduire. Oui, alors d'un point de vue du chercheur, tout est intéressant, c'est-à-dire qu'il faut chercher. Explorer, quoi. Il faut explorer, même si on arrive à un résultat négatif. Oui. On pourra dire à la communauté, écoutez, on a regardé, c'est pas intéressant. D'accord. C'est pas très sexy comme résultat, mais c'est utile. Mais c'est plus histoire de savoir si ça peut potentiellement être une solution ou pas. Voilà. Ok. Ça fait bientôt 1 heure, plus d'1 heure qu'on est là, donc on va essayer d'aller vers la fin. Du coup, au tout début, on a évoqué le fait que voilà, on a des grandes orientations politiques de dire il faut atteindre la neutralité carbone, etc.
pourquoi est-ce que potentiellement ça va être compliqué d'atteindre la neutralité carbone, parce qu'on pense à 2050, mais là, par exemple, dans la situation où on est, on nous annonce que de toute façon, on a déjà dépassé 1,5 degré de réchauffement, etc. Donc, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin. L'année 2023 a dépassé, mais c'est juste un point sur la courbe. Mais effectivement, on n'est pas sur la bonne trajectoire. Mais pour l'instant, sur la trajectoire, en tout cas, ce qui est annoncé, c'est pas. Enfin voilà, on ne va pas du tout vers ce qu'on a. On prend toujours en référence à la COP 21, on est d'accord, c'est ça. Pourquoi, du coup, dans le transport maritime, ça va être d'autant plus difficile par rapport à tout ce qu'on a dit? Il y a plusieurs réponses. Alors, déjà, on a vu que les technologies, elles sont nombreuses, mais elles sont peu matures encore. D'accord ? Et puis, voilà, elles sont peu matures, donc ça va être difficile à décarboner. Ensuite, c'est un moyen de transport qui est déjà assez efficace. Il faut savoir aussi que le transport maritime, c'est très hétérogène. Enfin, la flotte, elle est très hétérogène. D'accord. Ce qu'on avait dit. Ouais, allez-y. Des voitures, vous en avez des millions de la même sorte. Oui. Alors, vous en avez des milliards en tout, mais vous en avez des millions qui sont du même type. Des navires qui sont identiques, vous en avez très très peu. D'accord, ok. Et chaque fois, quand c'est un projet. À chaque fois, c'est quasiment des pièces uniques, des prototypes. C'est tellement rare les navires semblables qu'il y a un mot pour ça en fait. C'est sister ship en fait. Ok. On dit jamais ça pour une Twingo. C'est le secteur Twingo les Twingos, vous en avez des millions. Des navires comme l'Antoine de Saint-Exupéry, je sais, il a peut-être un sister ship ou deux, mais c'est tout au plus. Mais c'est parce que j'imagine qu'on ne peut pas produire à la chaîne. Enfin, c'est ça aussi. Alors, on les produit un peu à la chaîne, mais effectivement, c'est pas du tout les mêmes chaînes que les voitures. Et puis, on les adapte toujours, en fait, en fonction des besoins. Donc, vous avez une flotte qui est très hétérogène. Alors, vous n'avez pas que les porte-conteneurs, et puis vous avez des tailles différentes. Donc, les solutions vont être très différentes en fonction du type de navire, de la taille de navire. On n'a pas parlé de l'électrification des batteries. Ça, c'est un autre des secteurs, des grosses pistes d'avenir, mais plutôt pour les distances courtes, dans un premier temps. Les ferries. Ouais. Vous avez même un porte-conteneur à batterie qui est sorti, mais c'est un porte-conteneur qui fait juste une traversée de fleuve, en fait, ou qui remonte un petit peu un fleuve. Je ne sais pas à quelle distance exactement il fait, mais... Il ne peut pas faire une grande distance. Non, il ne peut pas faire une grande distance aujourd'hui. C'est trop compliqué parce que les batteries sont pas assez denses en termes de volume et surtout de masse. Nous, moi, avec mes étudiants, on s'amuse à calculer si vous voulez faire Singapour-Le Havre avec des batteries. En fait, on se rend compte que les batteries prendraient un tel volume, enfin une telle masse, que ça ferait 80% de la capacité d'import, 90%, je crois, de mémoire, c'est la batterie, quoi. Donc il vous reste plus de 10% de la charge ultime. C'est pas très intéressant. Non, c'est pas très intéressant. Okay. Donc des technologies peu matures, une flotte très hétérogène. Je pense qu'il y a aussi le fait que ça appartient à personne, vraiment, le transport maritime. Ok. Non, mais quand vous réunissez la COP 21, vous réunissez les chefs d'État, mais en fait, c'est qui le chef d'État du transport maritime international, quoi? Oui, c'est des entreprises finalement. Ouais, c'est des entreprises, mais enfin, le bateau, c'est une entreprise française, le pavillon, il est Panama, le bateau, il navigue entre la Chine et Amsterdam, enfin, ça appartient à qui en fait? Ouais, d'accord. Donc tout le monde se reporte, je pense qu'il y avait aussi un... Et puis, il n'y a pas ce focus peut-être du grand public là-dessus. Oui, ce qu'on disait au début, c'est un peu un secteur méconnu du grand public, ouais. On n'en parle pas trop en fait. C'est autant que le transport aérien, par exemple. Oui. Mais on a beaucoup plus d'attention sur le transport aérien. Parce que le transport aérien, les gens prennent plus l'avion. Tous. Beaucoup d'entre nous avons pris l'avion. C'est ça. Et donc, alors que le bateau, on ne voyage pas en bateau, quoi. Enfin, ouais. C'est pas dans les... Oui, absolument. Enfin, plus maintenant, en tout cas. On sait que ça existe, mais c'est vrai que c'est comme quelque chose qu'on ne voit pas, et on n'y pense pas. Ça ne nous touche pas directement, finalement. Alors que finalement, si, au fond, si, puisque les marchandises arrivent comme ça. Donc, Alors, ce qui est difficile, c'est que... Et alors voilà, ce qui est difficile, c'est qu'un navire, il est construit, sa durée de vie, c'est 25-30 ans. Oui, et en fait, 25-30 ans, ça nous amène déjà à 2050, on parle d'aujourd'hui, et ça nous amène déjà à la date de la neutralité carbone. Ça veut dire que tous les navires qu'on construit aujourd'hui, faudrait qu'ils soient déjà neutres en carbone. D'accord. Alors, là,
Donc ça, c'est plutôt désespérant comme nouvelle. Mais la bonne nouvelle, entre guillemets, hein, il y a un gros bémol, mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus, ça on peut peut-être regarder sur un slide à la fin là. Vas-y, allez-y, hein, je vais repasser C'est celui-là. Comment on fait sur l'écran là? Hop, et puis on va repasser. Alors la bonne nouvelle, c'est que les armateurs, ils commandent de plus en plus de navires qui sont avec des motorisations dual fuel. Ça veut dire quoi, dual fuel? C'est un moteur qui peut utiliser typiquement soit du fuel lourd, soit un autre carburant. Ok. Alors jusqu'à aujourd'hui, on faisait surtout des moteurs dual fuel, fuel GNL, mais maintenant on va faire des moteurs dual fuel, fuel ammoniac, fuel méthanol, peut-être fuel hydrogène demain. Et donc aujourd'hui déjà, malgré le fait qu'il n'y ait pas encore de filière pour vendre du méthanol, les armateurs et les constructeurs, ils font déjà des navires qui sont méthanol ready, comme on dit, c'est-à-dire prêts à utiliser du méthanol. Donc, c'est-à-dire que même un navire aujourd'hui qui sort d'un chantier en 2024 qui est méthanol ready, il n'est pas neutre en carbone, loin de là, parce qu'il va continuer à utiliser du fuel lourd pendant encore longtemps. Mais en 2050, si la filière est prête, il pourra être neutre en carbone. Et donc ça, on regarde, c'est année par année, le nombre de navires directement Donc là, en fonction de la type de motorisation. Donc les barres grises, c'est motorisation classique. Et donc vous voyez qu'on est peut-être sur une tendance baissière, donc le 2020-2021 est assez irrégulier. On a l'impression que ça baisse un petit peu. Et vous avez les barres colorées, c'est les types de carburants alternatifs. Donc vous voyez le méthanol qui commence à prendre de plus en plus de place et qui chasse un peu le GNL. Ouais. Mais on voit quand même qu'il y a Et puis là, du coup, c'est le nombre de bateaux propulsés, qui naviguent sur, c'est ça, en gros, sur l'année. Qui sortent. C'est les nouveaux, c'est les nouvelles constructions. D'accord, ok. Donc là, si on regarde 2023, enfin 2022-2023, il y a une grande baisse du nombre de navires construits en carburant traditionnel. Ouais. Donc il y a quand même une évolution. Voilà, en 2021, on avait 1124 navires. Alors, je ne sais pas quelle est la taille des navires qu'ils prennent, donc ça doit être les navires de commerce les plus gros. Hein. Il faudrait que je revérifie précisément les chiffres. Mais là, vous avez 1124 navires qui ont été construits avec une motorisation traditionnelle, donc qui ne peut accepter que du fuel lourd. Et en 2023, ce n'était que, entre guillemets, 779. D'accord. Alors, voilà. Ça, c'est bien. L'inconvénient, c'est que tant qu'il n'y aura pas du méthanol, ils vont continuer à naviguer avec du fuel lourd. L'autre bonne nouvelle, c'est que même une motorisation 100% fuel lourd peut être convertie, alors à un coût assez important, mais peut être ce qu'on appelle rétrofité, converti pour brûler des carburants, d'autres carburants, des carburants de synthèse. C'est ce que j'allais vous demander, c'est potentiellement, en fait, finalement, ces navires qui sont construits, est-ce qu'on ne peut pas justement les adapter, les rétrofiter? On peut les adapter, on peut peut-être mettre des voiles de kite, enfin des ailes de kite. En fait, on peut utiliser ce qu'il y a déjà, juste l'améliorer pour qu'il soit plus neutre. Sur une voiture, on ne change jamais le moteur. Alors, non, ça sert à rien. C'est très rare. Généralement, votre moteur, il fait la durée de vie de votre voiture. Oui. Et votre voiture, elle tourne combien d'heures dans l'année? C'est dérisoire, c'est 500 heures par an, je ne sais pas. Ces navires-là, ils naviguent 6000 heures par an, donc c'est quasiment 80% du temps. Et donc, c'est pertinent de faire des gros travaux lourds, surtout si ça vous permet d'économiser du carburant. D'accord. Okay. Et donc, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles on ne pourra pas l'atteindre, et puis parce qu'ils sont sur longtemps, il y en a d'autres ou pas? On ne pourra pas atteindre quoi? La neutralité carbone en 2050. Alors, dans ces secteurs-là. Moi, je ne vous dis pas qu'on ne pourra pas l'atteindre. C'est que c'est pas. Je n'ai pas dit ça. Non, ok, d'accord. Ça va être difficile à atteindre. D'accord, ok, on reformule. Est-ce qu'il y a d'autres raisons pour lesquelles ce sera difficile à atteindre? Ou c'est la plus importante? Après, c'est aussi toute la. Alors, si, il y en a d'autres. C'est-à-dire que il y a toute l'infrastructure à convertir. Oui. Il y a l'Institut MIT 2050 qui a fait des calculs en France. Et ils estiment que pour le transport maritime français, si on veut faire des carburants de synthèse, vous vous souvenez, il faut de l'électricité, il faut construire 7 réacteurs nucléaires. Pas du tout. Je ne suis pas sûr que ce soit dans les têtes des scénarios RTE. Qu'il faille 7 réacteurs nucléaires juste pour les carburants de synthèse de transport maritime.
Donc tout ça, c'est des choses qui font que ça va être difficile. Après, on a quand même des tendances qui sont très intéressantes sur le photovoltaïque, par exemple. Vous avez des croissances exponentielles des puissances installées. D'accord. Vous avez des baisses exponentielles du prix. Oui, c'est vrai que... Donc il y a quand même des nouvelles intéressantes de ce point de vue-là et qui peut-être seront de nature à nous produire demain des carburants de synthèse à très bas coût. Mais là, c'est des perspectives économiques. Moi, Oui, oui, je m'engage pas vous là-dessus. vous engagez pas là-dessus. Bah, de toute façon, ce qu'on peut se dire, c'est que, même dans la recherche, dans le monde des sciences en général, c'est que des fois, il va y avoir une découverte qui va faire que ça va accélérer et d'un coup, et on peut potentiellement envisager ça. Après, il n'y a pas de... Voilà, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer, on n'a pas du tout... Enfin, on a une petite visibilité sur le futur, mais on ne peut pas savoir non plus complètement qu'est-ce Ouais, qui bon, bah, va... là, un armateur, alors oui, autre difficulté, c'est un armateur, il est un peu dans le flou, hein. Ouais, Il sait pas où il doit mettre son argent. Est-ce que je dois le mettre dans l'ammoniac, dans l'hydrogène ou dans le méthanol? bah, pareil, est-ce que finalement, il ne faut pas... Enfin, il faut faire un choix, mais ce qu'on raconte souvent, c'est quand même qu'il faut un mix. Parce qu'on peut pas, Hmm. de ce que vous avez dit, enfin voilà, carburant de synthèse, il faut de l'énergie, donc il faut potentiellement trouver plusieurs types de systèmes pour, et donc il n'y ait pas forcément besoin d'électricité, etc. Donc, voilà. C'est toujours toute la question du mix énergétique, finalement, d'avoir plusieurs solutions et pas d'en envisager qu'une seule. Jusqu'à présent, c'était le pétrole et c'était génial. Mais maintenant, enfin, c'était génial. Ça avait des avantages, ça Bah, avait des avantages. si on l'a préféré à un moment donné, c'est qu'il y avait des avantages. On va C'est pas se le indéniable. cacher, quoi. Aujourd'hui, je veux dire, ce serait quand même. Si on prend l'hydrogène, par exemple, l'hydrogène, on connaît l'hydrogène depuis longtemps. Si on n'a pas fait le choix d'utiliser l'hydrogène comme carburant, c'est parce que il y avait des raisons économiques et que le pétrole était plus intéressant aussi. Enfin, il y avait quand même aussi des, Probablement. oui, oui, enfin, on avait lu un article, j'ai lu un article là-dessus. Dans l'histoire, finalement, c'était plutôt des difficultés de mise en place qui ont ralenti le développement. Et ça a été alloué à d'autres, hein, enfin, dans la recherche spatiale, enfin, dans le spatial, etc., dans l'agriculture. Mais en tout cas, Bah, d'autant plus qu'à l'époque, quand on a vraiment commencé à utiliser les énergies fossiles, on n'avait pas conscience du problème du réchauffement non, climatique. ça ne nous venait Donc, pas trop. à l'époque, c'était difficile On ne voyait pas de les dire conséquences. pourquoi se priver, quoi. Bah, les conséquences, finalement, elles sont arrivées quand même assez rapidement, puisque première révolution industrielle, c'est quand même c'est pas si longtemps que ça à l'échelle de l'humanité. Mais du coup, Ouais. mais maintenant, tout est accéléré en très peu de temps, quoi. C'est aussi ça. C'est ça. On va peut-être conclure, parce que ça fait bientôt 1 heure et demie qu'on est ensemble. Finalement, c'est passé quand même super vite. Bah, on peut peut-être résumer un peu tout ce qu'on a raconté. On a donc vu ensemble que bah, voilà, c'était que le pardon, que le transport maritime était quand même un des le transport maritime, oui, représentait quand même 3% des émissions de gaz à effet de serre, mais c'est aussi 90% des marchandises qui sont transportées par la mer. Donc c'est quand même comme un secteur très important, en tout cas dans le commerce et dans l'économie mondiale. Que c'est émetteur de gaz à effet de serre, qu'il y a de la pollution atmosphérique, etc. Donc, et puis ça a des conséquences aussi environnementales, voilà, notamment sur la biodiversité, le transport d'espèces invasives, etc. Euh, et donc, du coup, bah, pourquoi décarboner potentiellement voilà, pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, pour réduire l'impact sur l'environnement. J'essaie de résumer le mieux possible. Donc, comment réduire le besoin en transport, ce que vous avez dit, l'efficacité énergétique, ce qu'on a pu voir tout à l'heure avec les différents projets de recherche, notamment dans le cluster cargo, on est d'accord. Les nouvelles énergies décarbonées, donc là, on vient d'en parler un petit peu. Et puis voilà, je crois que j'ai résumé globalement un petit peu. Et que la neutralité carbone, peut-être qu'on l'atteindra, peut-être qu'on ne l'atteindra pas, on verra. Ce sera la surprise. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Non, je crois pas, vous avez très bien résumé. J'ai essayé de résumer du mieux que je pouvais. Mais bon, je pense qu'on a eu une bonne discussion sur le sujet. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous ont regardé. Merci aux personnes qui nous ont donné des informations sur l'éthanol. On a appris des choses. Vous pourrez retrouver cette émission en replay sur YouTube, sur la chaîne d'Écosciences Pays de la Loire. Si vous voulez la partager à votre entourage, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. C'est une émission, donc, je rappelle, qui est d'Écosciences Pays de la Loire, qui est financée par la région Pays de la Loire. Aujourd'hui, j'étais avec Pierre Marty de Centrale Nantes et du cluster Cargo, je le répète.
La prochaine fois qu'on se verra, ce sera pour une revue de presse début mars. Je n'ai pas la date en tête, je suis désolée. Et puis, pour d'autres émissions de l'eau dans le gaz, la prochaine émission de l'eau dans le gaz, ce sera en mars. Donc, si vous voulez rester au courant, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Twitter, Facebook. Et je crois que c'est tout. Merci à tous pour avoir votre participation et puis on espère vous voir dans une émission prochainement. Bonne fin de journée et à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.